webinar. Merci à vous. Aujourd'hui, moi, Riaz Zoher, donc enseignant-chercheur à l'ECGLEC, avec mon collègue Christophe Pitrolisi, donc responsable de la plateforme CEM de l'IRSEM, allons vous présenter ou vous faire une présentation sur des besoins en essai normatif à l'accompagnement en cas de non-conformité CEM de vos produits. Donc, c'est le nom qu'on a donné à cette présentation. Donc, cette présentation est divisée en deux parties. Donc, la première partie assurée par moi-même, donc où je vais vous parler un petit peu du contexte général de la problématique CEM. Donc, un petit peu, enfin, je vais vous parler aussi de la problématique CEM dans l'automobile, dans le véhicule de demain, en passant par les principales causes de la CEM dans le véhicule, on va dire de demain, le véhicule électrique et la conversion de puissance. Après, je vais vous parler aussi un petit peu des deux solutions communément utilisées ou les deux solutions connues pour remédier aux problèmes CEM dans l'automobile qui sont le filtrage et le blindage. Donc, contexte général de la problématique CEM. Donc, si on considère ce dispositif électronique qui pourrait représenter un système quelconque, il est tout à fait possible qu'il jouera le rôle d'un système victime des agressions électromagnétiques provenant d'un autre système voisin ou d'ailleurs éloigné, qui est dans ce schéma cette source de perturbation. Donc, comme il est aussi possible qu'il soit plutôt l'agresseur d'un autre système présent dans son champ d'action, comme le montre ce schéma. Donc, le même dispositif, il pourra jouer alors le rôle de l'agresseur et de la victime. Donc, il est aussi nécessaire de connaître l'origine des sources de perturbation responsables de ces interférences. Donc, qu'elles soient de nature fréquentielle ou de nature transitoire, donc elles sont classifiées dans la littérature selon ce tableau. Donc, comme source fréquentielle ou à titre d'exemple, donc vous avez tout ce qui est émetteur radio, les radars à forte puissance, les convertisseurs de puissance, les circuits intégrés, donc tout ce qui est microprocesseurs et microcontrôleurs. Et comme exemple sur les sources transitoires, vous avez tout ce qui est foudre, décharge électrostatiques, etc., etc. Donc, je passerai à la slide suivante. Donc, un phénomène d'interférence électromagnétique peut être décomposé en trois entités qui sont la source de perturbation, la victime et le mode de couplage. Donc, la source de perturbation ou l'agresseur pourrait être un composant, un circuit, un équipement, un système. Et la victime qui subit plutôt l'agression, la source pourrait être aussi un composant, un circuit, un équipement ou un système. Enfin, le mode de couplage est le support ou le mode de transfert des perturbations. Donc, les principales causes de la CEM, je commencerai par donner une définition ou la définition de la CEM. Donc, elle est connue par l'ensemble je dirais, des gens qui travaillent sur le sujet. Donc, il est l'aptitude d'un appareil ou d'un système à fonctionner de façon satisfaisante dans son environnement électromagnétique, c'est-à-dire donc cet appareil doit avoir une bonne immunité contre les émissions rayonnées et les émissions conduites qui peuvent provenir d'autres systèmes ou d'autres circuits voisins. Et sans produire lui-même des perturbations électromagnétiques intolérables pour tout ce qui se trouve dans cet environnement, c'est-à-dire à son tour, il ne doit pas dégager des quantités d'émissions rayonnées et conduites qui peuvent nuire aux dispositifs voisins. Quant à l'autoperturbation, elle peut représenter en fait les quatre phénomènes, donc émission, conduite et rayonnée, immunité, rayonnée et conduite, si on parle par exemple d'un composant dans un circuit. Donc aujourd'hui, la prise en compte de la CEM dès les premières phases de conception représente une grande nécessité, et cela à tous les niveaux d'un système électronique, tout simplement, puisque l'électronique s'est développée de manière considérable ces derniers temps. Donc tous les domaines sont concernés, donc l'automobile, l'aéronautique, la téléphonie, et toute l'électronique est concernée du composant jusqu'au système, en passant par les fonctions ou les cartes, l'équipement et enfin le système.
Donc en effet, les problèmes CEM n'ont cessé de prendre de l'ampleur au fil des générations technologiques, donc qui se caractérisent par une montée en fréquence, une baisse des tensions d'alimentation, qui est due principalement, donc ça c'est à l'échelle des circuits intégrés, hein, qui est due, à la miniaturisation qui est due à la plutôt à la oui, à la miniaturisation de ces circuits. Donc, les tensions d'alimentation des circuits intégrés sont de plus en plus, basses, hein. Donc, aux multiplications de nombre de fonctions électroniques dans le même espace grâce à toujours à la miniaturisation des circuits électroniques. Et enfin, la cohabitation forcée entre l'électronique de puissance et l'électronique de commande. Donc, on retrouve ça, par exemple, si on revient à l'exemple de l'automobile, on retrouve ça dans ce qu'on appelle les convertisseurs de puissance, où il y a une électronique de puissance qui voisine en fait de l'électronique de commande qui commande ces convertisseurs, alors que l'électronique de commande, elle utilise des signaux ou des courants beaucoup plus faibles que l'électronique de puissance. Donc, tout cela représente des risques de défaillance technique liés aux interférences électromagnétiques, ce qui a un impact considérable sur le coût de développement. Donc, à l'échelle, par exemple, des microcontrôleurs, si on parle des signaux de commutation des microcontrôleurs, donc nous observons non seulement une miniaturisation grandissante due à l'intégration poussée de transistors sur la même puce, mais aussi de la cohabitation de technologies hétérogènes sur le même substrat. Donc, pratiquement pour la même taille d'un circuit microcontrôleur. Donc, entre 2002 et 2010, donc la taille de ce microcontrôleur, elle a été divisée par 10. Donc, en termes de fonctionnalité, donc, il y a eu un grand progrès en termes de fonctionnalité donc, pour ces microcontrôleurs. Par contre, à l'inverse, si on regarde l'aspect CEM de ces mêmes composants a subi une dégradation comme on pouvait le constater toujours sur ce tableau. Donc, le courant transitoire parasite, par exemple, généré par les commutations des transistors est passé de 1 ampère pour la technologie 180 nano à 100 ampères pour la technologie 32 nanomètres, parlons toujours des microcontrôleurs. Et si on regarde la tension d'alimentation donc, des microcontrôleurs, toujours en comparant la technologie 180 nano et la technologie 32 nano, donc on constate que la tension d'alimentation, elle est passée de 2 volts à 0,7 volts, donc ce qui représente un problème d'immunité pour ces microcontrôleurs. Donc un autre aspect aussi important que la physique des semi-conducteurs est l'effet d'antenne des parties métalliques des dispositifs électroniques allant de la plus petite longueur, qui est le bonding dans un circuit intégré, jusqu'à l'avion qui représente le système le plus important en termes de taille dans notre exemple. Donc cet effet antenne qui est bien sûr indésirable peut se manifester en émission comme en réception. Donc pour générer ou introduire des signaux parasites, donc aux fréquences correspondantes. Prenons par exemple l'exemple du véhicule, donc, qui possède cette longueur de 2,5 mètres. Donc ce véhicule peut très bien résonner à la fréquence 30 mégas. Donc la fréquence 30 mégas, la longueur d'onde à la fréquence 30 mégas, elle est de 10 mètres et cette longueur, elle représente 4 fois la longueur du véhicule. Donc donc la cohabitation aussi entre l'électronique de forte puissance et l'électronique de signal devient une contrainte à surmonter de nos jours, tout simplement puisqu'un système de conversion de puissance, il a besoin d'une électronique, comme je l'ai dit tout à l'heure, de commande pour fonctionner, bien évidemment. Le problème est que les signaux de mise en œuvre dans l'électronique de puissance, en l'occurrence ici tout ce qui est convertisseur, onduleur, donc ils sont
les niveaux des signaux de fonctionnement de ces équipements, hein, donc sont beaucoup plus importants que les niveaux de fonctionnement de l'électronique de commande. Cela pose un grand problème pour l'électronique de commande, puisque tout ce qui est signal parasite provenant de l'électronique de puissance pourrait être influent sur l'électronique de commande. Et bien évidemment, les convertisseurs de puissance sont des éléments nécessaires ou indispensables dans une chaîne de traction électrique. Donc la problématique CEM dans l'automobile, donc comme n'importe quel autre domaine utilisant l'électronique pour fonctionner, à son tour, le domaine de l'automobile est soumis à des réglementations l'empêchant de rayonner au-delà de certains gabarits afin de ne pas polluer l'environnement extérieur. Donc, c'est-à-dire les émissions rayonnées à l'extérieur de véhicules ne doivent pas dépasser un certain niveau qui est différent d'un domaine de fréquence à un autre, lié principalement aux différentes applications qui nous entourent et qui utilisent les ondes pour communiquer. Et cela, c'est dans le but de ne pas les perturber ou de ne pas les polluer leur fonctionnement. Donc, sans elles, sans elles, le véhicule ne peut pas être qualifié, par conséquent, ne peut pas être commercialisé. Pareillement pour les émissions rayonnées à l'intérieur du véhicule, sur la protection de la réception radio, les systèmes électroniques électriques ne doivent pas créer de perturbations sur les entrées d'antenne des équipements de radiocommunication du véhicule. Donc, c'est une exigence pour la validation, hein, attention de perturbation au pied d'antenne pour ceux qui travaillent sur les normes des véhicules. Hein. Donc, le deuxième, toujours dans le même contexte, les champs électriques magnétiques rayonnés par les systèmes électroniques du véhicule ne doivent pas excéder les valeurs maximales définies. Donc, ce point concerne beaucoup plus la santé des usagers, hein, du véhicule. Donc, aujourd'hui, il y a des valeurs limites qui ont été identifiées qui, en termes de rayonnement du champ magnétique, même du champ électrique, hein, donc pour certaines bandes de fréquences. Donc, on veille bien à ce que le véhicule électrique ne dégage pas des émissions ou des champs électriques ou magnétiques qui dépassent en fait les gabarits définis c'est pas encore, je pense, des normes, mais par ce qu'on appelle les exigences recommandations de l'ECNIRP. Donc, le dernier point, donc les équipements des systèmes électriques et électroniques du véhicule ne doivent pas se perturber les uns les autres. Donc, ça aussi, c'est un point important à considérer, surtout dans la conception des équipements électroniques, électriques qui viennent intégrer un véhicule. Hein. Donc, pour la problématique CEM dans le véhicule de demain, hein, ou beaucoup plus le véhicule plus électrique, hein, donc pour résumer, le véhicule plus électrique et connecté du futur va connaître une multiplication de l'électronique embarquée avec la cohabitation d'une électronique de puissance encore plus puissante. Hein. Ainsi, la connaissance du rayonnement électromagnétique dans l'environnement proche du véhicule est une nécessité vis-à-vis de plusieurs recommandations et normes existantes. On va même voir l'évolution de ces normes et définir de nouvelles normes relatives au rayonnement électromagnétique du véhicule et le système. Je ne sais pas si je pense que vous avez pris connaissance en fait de ce qu'on appelle le système de charge de véhicules électriques. Donc, que ça soit en stationnement, que ça soit en roulant. Donc, c'est un système qui est en plein développement. Je pense en ce moment, pas mal de constructeurs automobiles travaillent sur ce type de système. Et je pense aujourd'hui, on travaille même sur les normes à mettre en place afin de
de qualifier les véhicules électriques de demain en termes de rayonnement électromagnétique. Donc, puisque ce système de charge, en fait, donc, il utilise des puissances de conversion très, très, très importantes pour pouvoir charger rapidement, en fait, la batterie du véhicule. Et à partir de là, on imagine que les champs magnétiques donc dégagés par ce type de système, donc dans le voisinage proche du véhicule, ils vont être ils vont être très importants. Donc, un travail sur ce sujet, je pense, il est en cours dans pas mal de laboratoires ou pas mal aussi de laboratoires de constructeurs automobiles. Donc aujourd'hui, le véhicule moderne intègre de multiples systèmes électroniques embarqués. On peut retrouver des capteurs, des unités de calcul, des actionneurs plutôt électromécaniques, sachant que dans ce type de véhicule, les câbles, connecteurs et composants ne sont généralement pas blindés pour des raisons de réduction des coûts, pour des raisons d'encombrement, pour des raisons de poids et d'intégration de câbles. Par contre, l'avènement du véhicule plus électrique avec sa chaîne de traction électrique mettant en œuvre des puissances de fonctionnement encore. Donc je reviens là-dessus, encore une fois, très très important comparé à l'électronique de communication, rend celle-ci très vulnérable aux perturbations pouvant être générées par la chaîne de traction électrique. Les deux solutions, donc, comme j'ai dit tout à l'heure au début de la présentation, connues pour amortir l'impact des signaux parasites sur le fonctionnement du système global sont le blindage et le filtrage. Donc, dans la chaîne de traction électrique, la source d'énergie est une batterie, donc alimentant le moteur électrique par le biais d'un convertisseur de puissance. Donc, les modules sont connectés entre eux par des câbles blindés. Donc, le convertisseur de puissance représente une source d'émission à la fois conduite et rayonnée et mérite une attention particulière dans une chaîne de traction électrique. Donc, pour faire face à ces perturbations, les deux solutions les plus connues sont le filtrage et le blindage. Donc, revenons à la problématique CEM dans le véhicule du futur, donc le véhicule de demain. Donc, le rôle de l'électronique de puissance est d'assurer une transformation de l'énergie électrique. Le problème est que les convertisseurs de puissance qu'on espère utiliser dans les véhicules électriques utilisent des composants de commutation de plus en plus rapides, utilisent des signaux de plus en plus puissants. Ici, on regarde un petit peu les signaux de commutation qui ont cette forme temporelle. Donc, si on s'intéresse au spectre de ces signaux temporels, donc on va voir que le spectre fréquentiel de ce type de signaux représente ce gabarit. Donc, il y a deux points importants à savoir dans ce gabarit. Donc, c'est je dirais la puissance basse fréquence qui va dépendre en fait de la puissance des signaux utilisés, mais aussi les fréquences on va dire les fréquences de coupure. Ces fréquences, en fait, ils vont dépendre beaucoup plus d'un côté de la fréquence de signal de commutation qui est de plus en plus haute avec je dirais les nouvelles technologies qu'on essaie de mettre en marche, comme les composants grand gap, mais aussi de la transition ou la fréquence de transition entre l'état haut et l'état bas. Donc ces fréquences ou ces fréquences de coupure, ils vont se décaler un peu plus haut dans le spectre de fréquences et à partir de là, on va avoir un spectre parasite, donc de plus en plus puissant et qui va vers les hautes fréquences.
Donc à partir de là, il faut trouver des solutions, pour, tout simplement, filtrer les signaux parasites haute fréquence, qui ont tendance, à circuler facilement dans les circuits, les équipements électroniques présents dans le véhicule, qui ont tendance aussi à partir de là, de rayonner, du champ magnétique et du champ électrique, donc aux fréquences parasites, toujours dans le véhicule électrique. Donc le filtrage CEM, donc 1 ou 2 slides sur le filtrage CEM. Bon, le filtrage CEM, quand on parle de filtrage, donc le filtrage, c'est une fonction électronique qui permet de se débarrasser en fait de ce qu'on appelle parasite, hein. Et donc, et si on s'intéresse au filtrage CEM, on va s'intéresser aux signaux parasites. On cherche à les faire disparaître en fait du véhicule. Donc, par contre, quand on cherche à réaliser un filtre CEM, donc il faut tenir compte en fait de l'environnement sévère en fait de l'électronique dans laquelle elle évolue, hein. Donc, tout ce qui est température, tout ce qui est stress peut être dû aux vibrations. Et à partir de là, quand on conçoit et on réalise un filtre CEM, on doit tenir compte de toutes ces considérations physiques, hein, dans la modélisation des composants qui forment le filtre CEM. Donc les composants, donc il y en a pas, donc c'est toujours les mêmes, hein, donc une bobine, une capacité, enfin des bobines, des capacités, des résistances avec lesquelles on peut faire des filtres CEM. Mais par contre, pour réaliser un filtre CEM optimal, il y a besoin de connaître le comportement physique idéal de ces composants par rapport à la température, par rapport aussi à la tension de polarisation, puisque c'est des composants qui ne sont pas forcément linéaires comme la bobine par exemple, même la capacité. Et à partir de là, si on décrit bien le comportement physique de ces composants, donc on va pouvoir concevoir et réaliser un filtre CEM optimal qui peut faire l'affaire, hein, on peut le placer en fait en amont d'une alimentation de la batterie, ou en amont du moteur, afin de se débarrasser des signaux parasites conduits. Donc la deuxième solution connue dans le monde CE1 pour se débarrasser des signaux rayonnés, c'est le blindage. Donc le blindage, en fait, c'est venir blinder avec des matériaux métalliques, hein, puisqu'on sait très bien que les champs électriques et magnétiques ne peuvent pas, bon, après ça dépend de plusieurs choses, hein, mais en fonction de la fréquence aussi, mais ils ne peuvent pas traverser tout ce qui est boîtier, enfin tout ce qui est matériaux métalliques. Donc à partir de là, donc la solution aujourd'hui est de placer les équipements électroniques dans des boîtiers métalliques et les raccorder entre eux avec des câbles blindés aussi, hein, pour empêcher en fait que ces modules électroniques rayonnent du champ magnétique ou du champ électrique dans le véhicule ou à l'extérieur du véhicule. Le problème du blindage, en fait, c'est qu'on ne peut pas utiliser du métal rigide quand on cherche à fabriquer des câbles blindés, puisque pour une histoire de flexibilité, donc on utilise des câbles ou on réalise des câbles blindés tressés, d'accord, pour avoir une flexibilité et pouvoir faire passer en fait les câbles euh, comme on le souhaite, donc à l'intérieur, au-dessus, généralement c'est au-dessus du châssis, hein, donc à l'intérieur du véhicule. Mais le problème des câbles blindés, c'est qu'ils représentent en fait donc par rapport en fait aux fréquences de rayonnement, ils peuvent être efficaces en basse fréquence, mais à partir d'une certaine fréquence qui va dépendre de plusieurs paramètres, donc ils ont tendance à laisser
passer le rayonnement ou les champs électriques ou le champ magnétique. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc ça, c'est quand on parle du câble blindé, quand on parle d'un système blindé de cette manière, il faut savoir que le rayonnement électrique et magnétique, il va dépendre en fait de plusieurs choses, hein. Donc non seulement du câble tressé, mais il va dépendre aussi des connecteurs utilisés entre, enfin des connecteurs, oui, utilisés entre les câbles blindés et les modules de puissance. Il va dépendre de la hauteur du câble blindé par rapport au châssis qui représente le plan de masse. Et cette hauteur, il faut savoir, dans la vraie vie, elle n'est pas la même aux différents endroits du véhicule. Il va dépendre aussi de ce qu'on appelle les raccords de mise à la masse. Donc, et tout ça, on peut pas le calculer ou le déterminer ou le simuler avec précision, sachant qu'il y a eu des travaux qui ont montré que l'influence de tous ces paramètres sur le rayonnement, cette influence, elle est très importante et à partir de là, on ne peut pas en tirer beaucoup de conclusions, sauf si on vient faire en fait des mesures derrière et dire si voilà, si enfin le rayonnement qu'on mesure, il répond aux exigences ou non, sinon il faut revenir sur le travail réalisé et refaire des mesures derrière jusqu'à ce que le système réponde aux exigences. Bon, concernant ma partie, je vais m'arrêter là. Donc là, je vais passer la parole à mon collègue Christophe Petrolesi pour vous présenter un petit peu la deuxième partie oui, là, pour vous faire un petit peu la deuxième partie de cette présentation. Alors Christophe, on a le même problème que tout à l'heure quand vous êtes arrivé dans la salle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais relancer votre connexion. Parce qu'un petit peu avant, quand on a préparé la salle, c'est pour nos participants, pour expliquer un petit peu, on n'arrivait pas à entendre Christophe. Donc on l'a reconnecté et donc là, je vais de nouveau le faire rentrer dans la salle. Donc Christophe. Ah bah non, j'ai toujours pas de son pour vous. Alors c'est votre casque là. C'est mieux? Ah oui, beaucoup mieux. Ok, autant pour moi, désolé. Donc effectivement, je vais continuer la suite de ce webinaire, en abordant en fait l'aspect normatif, des normes pour le véhicule. Donc, je vais d'abord vous présenter les normes qui sont en vigueur par rapport au véhicule, les essais à mettre en œuvre par la suite et je terminerai par parler en fait de laboratoire CE, CEM, et de la mise en conformité des produits. Au niveau des normes CEM, sur le véhicule, en fait, il existe, une norme qui est, le règlement R10. C'est une norme d'homologation à destination, des véhicules et des sous-ensembles électriques et électroniques. Donc cette norme-là, elle est de révision 6 et elle date, d'avril 2019. Donc elle est à destination vraiment des véhicules et des sous-ensembles électroniques, électriques qui doivent être implémentés dedans par la suite. Donc cette norme-là, elle définit, 2 points particuliers. Le premier, en fait, elle définit les différentes prescriptions, que les systèmes doivent respecter, dans le cadre, de cette norme d'homologation. Ces prescriptions, en fait, ça concerne, l'immunité, c'est-à-dire qu'on vérifier, l'objectif, c'est de vérifier que le produit, lorsqu'il est soumis à des perturbations électroniques, fonctionne de manière nominale. Et la deuxième typologie, d'essais, donc ce sont les essais, d'émission où là, l'objectif est de définir et de vérifier que le produit, respecte bien, des gabarits, des limites qui sont, demandées dans la norme. Donc ça, c'est en premier aspect, c'est le règlement définit des limites que, les véhicules ou les systèmes doivent respecter. Et par la suite, en fait, ce règlement, en fait, se base par rapport à des méthodologies d'essai. Donc ces méthodologies d'essai, il y en a 2, donc ce sont les essais rayonnés et les essais conduits.
Donc les essais réunionnais, l'objectif principal, en fait, c'est de s'intéresser à l'enveloppe dans le cadre du véhicule. Donc en fait, on va s'intéresser aux mesures rayonnées sur le véhicule et la norme, en fait, fait référence à des, normes méthodologiques qui sont la CISPR 12 et l'ISO 11451. Donc ces 2 normes méthodologiques-là, en fait, vont décrire, les méthodologies pour réaliser les essais, en immunité, en émission. Le deuxième aspect, 2e typologie d'essais et les méthodes qui sont utilisées sont les essais conduits. Donc ce sont des essais qui sont plus à destination, des véhicules électriques parce que, là, en fait, l'objectif de ces, essais, c'est de s'intéresser aux accès et l'accès du véhicule électrique, c'est, l'accès de recharge, de celui-ci. Donc de la même manière que, en rayonnée, en fait, souvent elle définit des essais d'immunité et d'émission et ces essais-là, en fait, se basent par rapport, à des méthodologies internationales comme la 61033, 61044 et la 61045. Donc pour résumer, en fait, le règlement R10 définit et les critères tout en s'appuyant sur des méthodologies, standardisées. Concernant, les sous-ensembles, qui sont toujours définis en fait dans ce règlement, R10, de la même manière, les 2 typologies d'essais, 2 méthodes d'essai sont à réaliser en rayonné et en conduit. Par contre, là, on va vraiment s'intéresser au système en tant que tel et du coup, en termes de méthodologie, comme vous pouvez voir sur les photos, la méthodologie change radicalement parce que du coup, le système va être positionné, d'une autre manière, pour notamment sur un plan de masse, en fait, qui est censé représenter, l'effet, de carrosserie, du véhicule. Donc le règlement se base par rapport à différentes normes méthodologiques qui sont dans le cas du rayonné, la CSPR 25 et l'ISO 11452 qui sont des normes pour réaliser les mesures d'émissivité et les mesures d'immunité et en émission conduite, ces règlements fait appel en fait aux normes méthodologiques de la CSPR 16.2.1, 11452 et CSPR 32 et ISO 7637. Donc voilà, donc en fait, pour résumer, les normes méthodologiques définissent des manières de faire, des manières de réaliser l'essai pour en fait l'objectif soit le plus reproductif possible et en complément de ces, méthodes-là, en fait, elle définit, des critères qui doivent être respectés pour dans le cadre de l'homologation, d'un véhicule ou d'un sous-ensemble. Donc maintenant, je vais plus vous aborder une autre partie, normative, qui est la directive CEM. Donc, la directive CEM, donc c'est une directive qui fait partie, du marquage CE. Donc en gros, le marquage CE est une obligation, pour tous les fabricants et importateurs pour la mise en circulation de leurs produits au sein de l'Union européenne. Cette directive CEM, elle est applicable depuis 2014 et elle concerne tout équipement électrique, électronique. Donc, là, assez rapidement, en fait, elle fonctionne de la même manière que, le règlement R10 à destination des véhicules. En fait, il existe des normes produits, pour différentes applications comme le ferroviaire, le laboratoire, tout ce qui est appareil industriel. Ces normes produits définissent, en fait, des critères à respecter et également des modes de fonctionnement du produit ou des cas particuliers à prendre en compte et en parallèle de ces critères-là, en fait, ces normes produits font appel à des normes méthodologiques. Donc ça, c'est la réalisation des essais, notamment pour tout ce qui est émission conduite, émission rayonnée, immunité rayonnée, immunité conduite. Donc de la même manière, ça fonctionne tous de la même manière et les normes standards et les normes méthodologiques standardisées permettent une répétabilité, plus, facile entre les mesures. Mmh. Là, plus brièvement, en fait, vous voyez un exemple de setup pour les émissions rayonnées et émissions conduites dans le cadre de cette directive. Donc on voit qu'en termes de méthodologie, on est quand même assez différent, par rapport au véhicule parce que du coup, on a plus le plan de masse qui est utilisé, qui est, utilisé plus, dans le cadre des mesures, des systèmes sur le véhicule. Les essais conduits de la même manière, essais conduits, c'est réunir, donc on va réaliser, des mesures d'immunité et d'émission, et on va utiliser des différentes méthodes, à appliquer, dans le cadre de ces essais. Donc là, je vais rentrer un petit peu plus en détail sur les essais à mettre en œuvre et notamment les caractéristiques, qui sont utilisées. Je fais juste un rappel sur la CEM, qui a été fait, précédemment.
Donc l'objectif de la CEM, des directives CEM et du règlement R10, c'est de s'assurer que le produit fonctionne comme prévu et qu'il ne produit pas des perturbations électromagnétiques dérangeantes. Donc pour s'assurer de ces 2 points, donc il y a les 2 aspects, les mesures d'émission. Donc là, l'objectif des mesures d'émission, c'est de vérifier qu'il ne produit pas de perturbations électromagnétiques dérangeantes et les mesures d'immunité, donc en fait, l'objectif, c'est de vérifier que le produit fonctionne correctement comme attendu, par rapport aux exigences. Ces essais-là sont à réaliser sur l'ensemble des équipements, donc c'est-à-dire que l'enveloppe et la carte électronique et également tout ce qui est, accès câblé. Je rentre un petit peu plus en détail sur les essais à mettre en œuvre, donc par rapport aux méthodologies, qui sont définies. Je vous prends les 2 premières, donc les essais d'émission conduite. Donc là, vous avez un exemple de setup plus lié à la directive CEM. Mais, sur le principe, on est assez proche, des essais demandés dans le véhicule. Donc on va utiliser un moyen de découplage qui va permettre de faire des mesures sur les différents accès, que ce soit sur l'AC, le DC ou les entrées. Ces mesures-là, en fait, sont faites plutôt en basse fréquence, jusqu'à une centaine de mégas et l'objectif de ces mesures-là, mais cette méthode-là, c'est de faire des mesures et de respecter, les gabarits, qui sont, définis par les différentes normes produits ou normes véhicules. Donc en gros, on fait une mesure avec la méthodologie et on compare par rapport aux limites qui ont été, définies. Les émissions rayonnées, donc là, on va plus s'intéresser à l'enveloppe, donc c'est-à-dire le système en tant que tel ou le véhicule. Et par contre, la gamme de fréquences, elle est beaucoup plus large, donc on commence relativement bas, autour d'une centaine de kilohertz et les mesures peuvent monter jusqu'à, 6 gigas, voire, plus en fonction des différentes technologies, qui sont appliquées. Donc là, d'un point de vue normatif, on voit que les méthodes évoluent et on va de plus en plus vers des fréquences, de mesure, élevées au-delà de 6 gigas. Donc l'objectif, c'est de faire un statut, donc une mesure globale sur, du système et d'en vérifier, les et de vérifier que les limites sont, que les niveaux sont inférieurs aux limites. Les autres essais à mettre en œuvre qui sont, les essais de courant d'harmonique et les essais de variation, fluctuation de papillonnement de tension. Donc, cet essai-là, en fait, est à réaliser également sur les véhicules. Donc là, vous avez plus un exemple de setup sur, un système autre. Donc, l'objectif, ces essais-là sont à faire uniquement sur les accès AC. Et comme le véhicule a maintenant directement un accès AC, donc l'objectif, c'est de vérifier et de mesurer les limites d'harmonique émises sur le secteur et les effets de papillonnement, du secteur également. Les autres essais à mettre en œuvre, donc c'est, les essais d'immunité. Donc les essais d'émission, on cherche à mesurer, les ondes, les perturbations électromagnétiques du système. Donc là, à contrario, les essais d'immunité, en fait, la méthodologie, on cherche à agresser le produit par l'injection des perturbations électromagnétiques et en vérifier, l'état de fonctionnement et l'attendu, par rapport à ça. Donc les 2 exemples que vous avez, donc il existe des essais d'immunité conduite. Ces essais d'immunité conduite sont à réaliser sur, les accès AC, DC et les entrées, toujours en basse fréquence jusqu'à une 400 mégas l'objectif, c'est d'injecter une perturbation sur ces accès, qui peut aller en fait jusqu'à des niveaux de 300 milliampères ou 10 volts suivant, les méthodologies qui sont utilisées. Les essais d'immunité rayonnée en termes de méthodologie, on va injecter une perturbation au travers d'une antenne et l'objectif, c'est d'envoyer ces perturbations, sur le système ou le véhicule. La gamme de fréquences, on commence à peu près à 80 mégas jusqu'à 6 gigas et par contre, ça peut aller jusqu'à des niveaux de 300 volts par mètre suivant, les normes les exigences des normes. Les prochains et les derniers essais qui sont exigés dans le cadre des d'essais d'immunité, ce sont donc l'immunité aux décharges électrostatiques, où là, en fait, les méthodologies utilisent des systèmes qui permettent de reproduire l'arc électrique et l'objectif, c'est d'essayer de décharger cet arc électrique sur le système et d'en vérifier le fonctionnement. Donc ces niveaux-là peuvent aller jusqu'à 25 kilovolts, donc c'est vraiment des niveaux très, très élevés pour vérifier la robustesse de l'équipement. Et les derniers tests qui sont demandés, pour tout ce qui est système ou véhicule, ce sont les tests, électriques, donc d'ondes de choc, de salles, de creux de tension, qui sont exclusivement à faire sur, le secteur AC et les entrées, jusqu'à des niveaux de 4 kilovolts. Donc là, le fait d'injecter ces perturbations sur le système
L'objectif, c'est de vérifier le fonctionnement du produit suite à l'injection de ces perturbations. Maintenant, je vous parlais de laboratoire CEM. Donc en fait, toutes ces méthodologies qui sont définies et qui sont utilisées dans le cadre soit de l'homologation du règlement RDIS, soit les essais de validation de la directive CEM, sont à réaliser en fait principalement dans des laboratoires CEM, parce qu'en fait, les méthodologies demandent des matériaux et un environnement technologiquement très pointu et hyper particulier. L'avantage de passer par le laboratoire CEM, c'est que ils ont les équipements adaptés aux mesures et aux standards en vigueur. Et il y a une traçabilité métrologique et des résultats, et surtout il y a un suivi des compétences qui réalisent les essais. Donc le laboratoire CEM de l'ICGLEC, Institut Carnot, est en capacité de réaliser des mesures dans le domaine de la CEM. Là, je vous ai montré quelques exemples de nos capacités, mais en fait, voilà, on est en capacité de réaliser différents essais, que ce soit pour la directive CEM ou le règlement R10. Donc maintenant, je vais aborder assez brièvement la partie de mise en conformité de systèmes ou de véhicules. Donc il faut savoir que, voilà, à partir du moment où un système utilise des composants ou des sous-systèmes complexes, qui en fait génèrent des perturbations électromagnétiques. Ces perturbations en fait sont nécessaires au bon fonctionnement du produit, mais malheureusement en fait ça peut, ça génère un peu trop de perturbations, et du coup, ça peut soit s'auto-interférer, soit interférer le système voisin. Et c'est l'objectif des essais CEM exigés dans les normes, c'est de vérifier en fait et de vérifier et de limiter les effets des perturbations électroniques des systèmes. Dans le sens, les mesures d'émission par des limites relativement restreintes vont permettre de vérifier et de limiter les effets des ondes électromagnétiques des équipements, et du coup d'éviter de limiter l'impact des émissions par rapport au système voisin. Comme je disais, en fait, les perturbations se propagent par différents canaux, que ce soit par les câbles qui composent le système, ou alors par le fil, les pistes, par coupage capacitif, inductif. Et souvent, les signaux qui perturbent ces victimes sont principalement liés soit à la fréquence utile des composants et des systèmes qui sont utilisés, mais également des harmoniques. Donc en fait, c'est pour ça qu'il existe des systèmes de filtrage à mettre en place pour justement éliminer les harmoniques des signaux utiles, parce qu'en fait, d'un point de vue fonctionnel, il y en a pas besoin, mais du coup, il y a un impact important dans le système et dans les résultats des mesures. Donc par rapport à cette mise en conformité, du coup, il est vraiment important de réaliser des mesures suivant ces méthodologies-là. Et ces solutions, en fait, là, j'ai listé quelques solutions qui sont utilisées dans l'électronique, qui sont les inductances, les ferrites, les capacités, le blindage, la mise à la mâche ou tout autre. Donc ces solutions, en fait, sont à appliquer sur soit directement sur le PCB, soit sur une partie du système qui sont les câbles. Elles sont efficaces de quelques kHz à plusieurs mégas, et elles limitent les effets de bruit en courant et en tension. Et il faut savoir que dans un système, plus un système est complexe d'un point de vue électronique, plus en fait il faudra mutualiser ces différentes typologies de solutions, afin du coup de limiter l'impact sur les ondes électromagnétiques du produit. Donc, je terminerai cette présentation par conclure sur le fait que, maintenant les véhicules sont de plus en plus complexes et donc sont de plus en plus technologiques par rapport à l'utilisation. Donc on a vraiment une évolution technologique hyper importante, et du coup un impact d'autant plus important sur l'ACEM et les ondes électromagnétiques. Et du coup, c'est un équilibre à avoir entre une développement technologique des systèmes et un respect des exigences normatives qui sont demandées dans le cadre d'homologation ou de certification. Donc, je terminerai par les normes. Donc les normes définissent des critères, donc elles permettent de définir des critères à respecter dans le cadre d'homologation, et tout en utilisant en fait des normes méthodologiques qui sont en vigueur et utilisables au sein de l'Union européenne ou au sein du monde entier. Je vous remercie beaucoup de votre attention. J'en ai terminé. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, on a une question que je vais vous diffuser directement.
Voilà, de Olivier, qui demande merci. Cependant, vous n'abordez pas les technologies PVD, CVD et poudre qui sont mises en œuvre pour les CEM aujourd'hui. Ces technologies ne me disent rien. Désolé. Est-ce que Olivier, alors je vais peut-être lui donner éventuellement la possibilité de déverrouiller son micro et sa caméra s'il veut compléter un petit peu. Ouais. Ah, puisque oui, moi j'ai un peu, oui, c'est vrai, puisque moi la caméra elle est sur un autre PC, c'est pour cette raison peut-être. Là, je viens de faire attention à ça. Vous regardez, oui, vous êtes de côté, oui. Ah oui, j'ai un grand écran là où il y a la présentation et elle est bon, oui, bon. Franchement, j'ai pas, bon, c'est pas bon. Bon, peut-être la prochaine fois. Oui, donc je vais lui renvoyer la question là, enfin, quand vous parlez de technologie, là c'est des composants qui puisque comme vous dites, sont mis en œuvre en CEM aujourd'hui. Donc, est-ce que vous pouvez détailler un petit peu la question? Puisque ça me dit, comme disait mon collègue, ça me dit pas grand-chose, moi. Alors Mehdi apporte un complément, mais bon, voilà. Oui, la poudre de fer, c'est peut-être poudre de fer, je sais pas, pour réaliser des bobines ou quand on fait du filtrage. Ou est-ce que vous parlez de ça ou Donc Mehdi est en train d'écrire. Alors Olivier, si vous êtes là et vous voulez intervenir, vous avez la possibilité d'activer votre micro et votre caméra. puisqu'on comprend pas bien la question, c'est ça le. Oui, oui. Alors Mehdi apporte un complément en disant pour faire du blindage. Ah, pour faire du blendage. En fait, si on, comme j'ai expliqué tout à l'heure, le blendage, en fait, si on parle du câble blendé, hein, je ne sais pas si vous parlez du blendage des équipements électroniques, donc si des boîtiers métalliques, on va placer les équipements dans des boîtiers métalliques. Après, le problème reste le raccord entre les câbles blendés et ces boîtiers, puisqu'ils ne sont jamais étanches. C'est ça le problème. Après, un boîtier métallique, normalement, il doit répondre aux exigences d'empêcher le rayonnement ou de recevoir, enfin de ne pas laisser le rayonnement électromagnétique de et vers l'équipement. Donc, si vous parlez du câble blindé, donc le câble blindé, comme j'ai expliqué tout à l'heure, on peut le réaliser de deux manières. C'est-à-dire, on peut blinder le câble électrique qui véhicule l'information, hein, le câble, enfin, je parle du cuivre, hein, avec aussi du métal, donc en lui donnant une certaine forme. Mais le problème, il n'est pas flexible. C'est pour cette raison, on utilise toujours un matériau qui est métallique, mais tressé, de façon d'avoir ou d'obtenir un câble flexible. Donc, si vous, enfin, du poudre de fer pour faire du blendage, à quel niveau est-ce que vous pouvez encore préciser davantage? Alors, attendez, je ne sais pas si, bonjour à tous, toutes, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, bonjour Olivier. Là, peut-être. Alors, repositionnons un petit peu le débat. Pour l'instant, je n'ai pas parlé de blindage, hein, j'ai parlé de CEM. C'est bien deux choses distinctes. Vous avez parlé de CEM. Donc, CEM, oui. Pour nous, c'est bien deux choses distinctes. Dans les technologies aujourd'hui de protection contre les émissions et ou les perturbations électromagnétiques, effectivement, la plus connue est la mise en œuvre de boîtiers métalliques. Voilà. Le cuivre, hein, très utilisé, et pas que. Tous les métaux à base de fer, de toute façon, peuvent aujourd'hui répondre peu ou prou aux problématiques que rencontrent les constructeurs automobiles ou les rangs 1 ou les OEM. Okay. Il existe néanmoins d'autres technologies, aujourd'hui à base de sources plasma, où on vient effectivement pulvériser des électrons, des atomes, de matières diverses et variées. Ça peut aller de l'or jusqu'à l'argent en passant par des complexes qui font tout à fait le job, à la fois sur des systèmes émissifs et à la fois sur des systèmes qui pourraient être pollués en réception. Technologie très utilisée dans l'armement, dans le militaire et aujourd'hui mise en œuvre en série en automobile, notamment sur des boîtiers plastiques, puisqu'un boîtier plastique, quand il reçoit beaucoup d'électronique, vous l'avez dit tout à l'heure, il est soumis à des perturbations, à des émissions, mais aussi à de la chaleur. Et ça, ce sont des technologies qui sont parfaitement matures. Donc ça, c'est plutôt pour la problématique émissivité et puis pollution des systèmes,
par effectivement la multiplicité, la complexité des systèmes électroniques d'aujourd'hui qui polluent quand même pas mal les signaux. Concernant le blindage, alors je vous rejoins, hein, le maillon faible aujourd'hui, c'est les câbles, c'est tout ce qui est connecteur. Là aussi, il existe des technologies qui sont plus ou moins matures et qui permettent notamment de traiter des plats et de les déformer après sur des couches PVD, CVD, impression 3D qui peuvent être chargées, métaux, pas métaux. On a aussi des poudres aujourd'hui qui permettent le passage du courant, notamment dans des tableaux de bord, et ça marche plutôt pas mal sans perturbation trop importante. Donc ma question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, un laboratoire comme le vôtre sont au courant de ces technos qui, Non. pour certaines, sont matures, pour d'autres, restent effectivement encore un petit peu à travailler? En fait, ça reste, on n'est pas au courant en fait de ces nouvelles technos. Enfin, moi personnellement, je parle qu'à mon nom. Les derniers travaux que j'ai réalisés, moi, enfin, j'ai travaillé il y a quelques années, donc la dernière remonte, voilà, ça fait 2 années, je pense, donc avec PSA sur, donc le travail reste confidentiel, donc la thèse elle n'a pas été publiée, hein, donc on avait travaillé en fait sur la modélisation en rayonnement d'un système blindé. Et on avait constaté, donc la conclusion générale, on avait constaté que le rayonnement, il va dépendre de... C'est beaucoup plus compliqué qu'un câble blindé ou qu'un boîtier blindé ou qu'un raccord de masse ou qu'un connecteur qu'on vient placer entre un câble blindé et un boîtier métallique. Mais c'est tout le système, donc même si on a la réponse à tous ces éléments, donc une fois on connecte tous ces éléments ensemble, donc le rayonnement, il va dépendre d'autres paramètres qui est, par exemple, la hauteur des câbles blindés par rapport au plan de masse. Donc, enfin, le plan de masse, c'est le châssis. Donc, s'il y a des trous, par exemple, dans le châssis, forcément, il y a des trous un peu partout. Donc le rayonnement, il va dépendre aussi de la taille de ces trous, il va dépendre de l'emplacement de ces trous. Et en fin de compte, pour pouvoir modéliser de manière précise en fait le rayonnement d'un système blindé, donc c'est quelque chose de très compliqué. C'était la conclusion de l'étude qu'on avait faite à l'époque avec PSA. Donc nous avons aussi travaillé avec, je ne sais pas si vous connaissiez VDCOM ou non. VDCOM, donc c'est l'Institut de la transition énergétique. Donc, je sais pas, bon, il existe toujours. Ils sont sur Versailles. Donc, c'est les constructeurs automobiles en fait, qui financent VDCOM. Nous avons travaillé sur plusieurs sujets. Parmi les sujets, en fait, était la conception d'un filtre CEM. Donc, un filtre CEM, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est un filtre qui permet de se débarrasser des signaux parasites qui sont pour la plupart générés par les convertisseurs de puissance. Donc, pour obtenir un filtre optimal, il y a besoin de tenir compte, en fait, puisque pour concevoir un module électronique, il y a besoin, il y a plusieurs façons de faire. Donc, parmi les méthodes les plus connues est de connaître la réponse de chaque élément constituant le filtre, c'est-à-dire il faut décrire de manière précise chaque élément constituant le filtre. Quand je dis de manière précise, c'est-à-dire il faut décrire comment il se comporte en fonction de la température, puisqu'il faut savoir que ces composants, ils vont vivre ils vont exister plutôt dans un endroit où il va y avoir une variation de température qui n'est pas je dirais, qui pourrait être des fois brutal, l'intervalle de la variation de température, en tout cas, il est important. Donc, ces composants, ils vont subir des tensions de polarisation différentes et à partir de là, il va falloir modéliser ces composants en fonction de tous ces paramètres afin d'utiliser après le modèle derrière et concevoir un filtre SEM qui pourrait répondre à la problématique de filtrer en fait les signaux parasites.
Nous avons aussi travaillé donc, il y a quelques années sur la modélisation des composants de commutation, hein, à l'origine. Donc, c'est les composants principaux qui forment un convertisseur de puissance. Et ces composants, donc, c'est eux à l'origine, c'est eux l'origine en fait des signaux parasites dans un convertisseur de puissance. Surtout aujourd'hui, donc, je pense, si vous êtes d'accord avec moi, les constructeurs automobiles essayent d'utiliser des technologies, les technologies grand gap dans leur convertisseur de puissance. Je pense que c'est quelque chose qui va arriver bientôt. Et ces composants, ils sont d'un point de vue fonctionnalité, ils sont très performants. Par contre, d'un point de vue CEM, donc ils présentent beaucoup de problèmes. En l'occurrence, en fait, le fait qu'ils soient rapides, donc ça et donc ils vont permettre de générer en fait un spectre de fréquences parasites encore plus large. Et s'il existe des signaux parasites à des fréquences élevées, il faut imaginer qu'il va y avoir derrière du rayonnement, c'est l'effet antenne en fait, hein. Donc, puisque quand on monte en fréquence, et si ce signal il possède une longueur d'onde qui est proche en fait d'une piste ou d'un circuit ou des pistes ou des câbles qui existent dans l'électronique. Donc, ces pistes et ces câbles, ils vont tendance à rayonner beaucoup plus que d'autres. Enfin, si ils sont parcourus en fait par des signaux basse fréquence qu'on appelle l'effet antenne. Après, tout ce qui est techno, tout ce que vous venez de citer comme techno PVD, CVD poudre de fer, donc ça, j'ai pas encore pris connaissance de ça. Donc voilà, donc m'arrêter là pour cette question, s'il y a d'autres questions. Sinon, si vous pouvez rajouter autre chose, nous aussi, on est preneur. Hein, donc. Non, merci à vous. Mais bon, les problématiques que vous évoquez, nous, on la connaît sur des modules communicants avec des filtres passe-haut, passe-bas. Donc, on va se rapprocher dans un deuxième temps parce qu'on va sans doute pouvoir collaborer sur certaines choses. Donc, je reviendrai vers vous, mais en off de la réunion. OK, très bien. Merci. Merci à vous. Merci.